Bonjour, je m'appelle Caleb Turner, j'ai 30 ans, je suis pompier et je vis à Pine Ridge, dans l'état de Northwood. Si vous n'êtes jamais venu ici, imaginez des prairies sans fin, des chaînes de montagnes escarpées qui étreignent l'horizon, et de petites villes où tout le monde se connaît, du livreur de journaux à la dame de l'épicerie. Je suis né et j'ai grandi dans un petit coin de l'état de Northwood, où la pauvreté s'accrochait à ma famille comme l'ombre suit la lumière. Mais ne vous méprenez pas, je ne raconte pas cette histoire pour me plaindre. Je la raconte parce que je veux que vous compreniez. Que vous me compreniez. Que vous compreniez ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui et pourquoi mon cœur, autrefois brisé, bat plus fort que jamais. Je suis assis ici, dans la petite pièce de la caserne des pompiers, mes doigts traçant le bord d'une tasse de café froid. L'horloge murale tourne régulièrement, se mêlant au léger crépitement de la radio qui annonce une journée calme. C'est rare, je dois dire. L'odeur de vieille fumée persiste sur ma veste, une odeur que je n'arrive jamais à faire partir complètement. Peu importe combien de fois j'essaie, elle est devenue une partie de moi. Comme mes souvenirs d'enfance, mes parents, ma grand-mère, et les jours où je pensais ne jamais survivre. J'ai grandi dans une vieille maison en bois à la périphérie de la ville, avec un toit en bardeaux rapiécé et des fenêtres qui grinçaient à chaque coup de vent. Mon père, Frank Turner, était ouvrier dans le bâtiment, se plaignant toujours de son mal de dos, mais travaillant sans relâche pour ramener de l'argent à la maison. Ma mère, Karen, travaillait dans une usine de couture voisine où les machines vrombissaient de l'aube au crépuscule. Tous deux s'échinaient au travail, mais l'argent n'était jamais suffisant. Nous vivions dans un manque constant, nos dîners se résumant souvent à du pain et des haricots en ragoût, avec un peu de viande si nous avions de la chance. Je me souviens des soirs à table, la faible lumière jaune projetant des ombres sur les visages fatigués de mes parents, et moi, un gamin maigrichon, mangeant rapidement pour éviter leurs disputes fréquentes. J'ai un frère cadet, Mason, de 2 ans mon cadet. Mason était la fierté de nos parents, le garçon en or de la famille Turner. Il avait des yeux bleus vifs, un sourire charmant et une confiance que je n'ai jamais possédée. Mes parents concentraient toute leur attention sur Mason, lui achetant un vélo neuf et brillant pour ses 10 ans, s'assurant qu'il reçoive une éducation convenable. Pendant ce temps, à 14 ans, j'ai dû abandonner l'école pour travailler comme aide-maçon avec mon père. Je ne blâme pas entièrement Mason. Ce n'était qu'un enfant, et les enfants ne savent pas refuser d'être gâtés. Mais chaque fois que je le voyais pédaler dans le quartier sur son nouveau vélo tandis que je peinais sur un vélo déglingué hérité du fils du voisin, mon cœur se serrait. Non pas par jalousie, mais à cause de la piqûre d'être ignoré, comme si je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Mon enfance était une succession de longues journées remplies de sueur et de saleté. Je travaillais de l'aube au crépuscule, transportant des briques, livrant des marchandises, tout ce qui pouvait rapporter quelques dollars supplémentaires à remettre à ma mère. Mais peu importe mes efforts, les yeux de mes parents étaient toujours tournés vers Mason. Je me souviens très bien d'une fois, je devais avoir 15 ans, où j'ai accidentellement cassé un bol, juste un vieux bol ébréché. Ma mère m'a crié dessus, « Tu es toujours si maladroit. Mason ne ferait jamais ça. » Je suis resté là, les poings serrés et tremblants, retenant mes larmes. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. C'était la première fois que je me sentais invisible dans ma propre maison. Mais dans cette obscurité, il y avait une lumière. Ma grand-mère, que j'appelais affectueusement Mamie May, vivait seule dans une petite maison à environ 7 miles de la nôtre, une confortable demeure en bois avec une cheminée crépitante et une légère odeur de biscuits au gingembre flottant dans l'air. Elle était la seule qui me voyait vraiment, qui m'écoutait vraiment. Chaque fois que mes parents me grondaient, chaque fois que le monde semblait s'effondrer, je pédalais sur mon vélo cabossé sur les routes de terre rouge jusqu'à sa maison. 7 miles n'était pas un court trajet pour un jeune de 15 ans, mais arriver chez elle était toujours comme une bouée de sauvetage. Mamie May était une petite femme aux cheveux blancs comme neige, mais ses yeux flamboyaient. Elle portait toujours un vieux pull vert, hiver comme été, et tenait une tasse de thé fumante. Elle me racontait des histoires de sa jeunesse, comment elle avait surmonté les épreuves que la vie lui avait jetées. Caleb, disait-elle de sa voix chaude et posée, tu n'as pas besoin d'être riche, mais tu dois être riche en bonté. C'est la seule chose que personne ne peut enlever. Elle m'a appris à faire face aux difficultés, à garder mon cœur stable, même quand le monde me tournait le dos. C'est elle qui a planté en moi la graine d'un rêve. Un rêve de faire quelque chose de significatif, d'aider les autres, de vivre une vie qui compte. Ces après-midi avec elle furent les moments les plus lumineux de mon enfance. Je me souviens d'une fois, à 16 ans, où je suis arrivé chez elle épuisé après une journée de travail harassante.
J'ai pleuré, non pas de douleur physique, mais parce que ma mère venait de me dire que je n'arriverais jamais à rien. Mamie m'a pris dans ses bras, me caressant les cheveux comme quand j'étais petit, et a dit, « Tu es une flamme, Caleb. Un jour, tu embraseras le monde, et tout le monde verra ta lumière. » Je n'ai pas entièrement compris ces mots à l'époque, mais ils se sont gravés dans mon cœur comme une promesse à moi-même. À 20 ans, j'ai décidé de quitter la maison, non par colère, mais parce que je savais que je devais trouver ma propre voie. Je me suis engagé pour devenir pompier, un métier que Mamie a toujours soutenu. Elle disait que c'était un travail pour ceux qui ont un cœur solide, et je voulais lui prouver qu'elle avait raison. J'ai déménagé à Pine Ridge, commencé ma formation et commencé à travailler à la caserne de pompiers locale. La vie n'était pas facile. De longues gardes, des incendies dangereux, et des nuits passées au lit à me demander si j'étais sur la bonne voie. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je pensais à ma grand-mère, à ses yeux confiants, et je continuais d'avancer. Être pompier, ce n'est pas seulement éteindre des incendies. C'est se précipiter dans le danger, mettre la vie des autres avant la sienne. J'ai sauvé des gens, d'enfants terrifiés piégés dans des bâtiments en feu à des personnes âgées coincées dans des voitures accidentées. Chaque fois que je sauve quelqu'un, mon cœur se sent plus léger, comme si je rendais un peu de la lumière que Mamie m'avait donnée. Mais au fond de moi, j'aspire toujours à quelque chose que je n'ai jamais eu. La reconnaissance de ma famille, de mes parents. Je sais que c'est un rêve insensé, mais il s'accroche à moi comme l'ombre de mon enfance. Mason, mon frère, a maintenant 28 ans. Il n'est pas allé à l'université malgré le fait que mes parents aient investi toutes leurs économies en lui. Mason aime faire la fête, se vanter et s'attirer des ennuis. J'ai entendu dire qu'il s'était battu dans des bars et avait détruit la voiture de mon père, mais mes parents le défendent toujours. Je ne parle pas beaucoup à Mason, non pas parce que je le déteste, mais parce que chaque conversation creuse le fossé entre nous. Je l'aime toujours comme un frère, mais je sais qu'il doit trouver sa propre voie. Mamie a maintenant 70 ans, mais elle est toujours aussi forte et optimiste. Je lui rends visite souvent, lui apportant du pain et du café, m'asseyant pour écouter ses histoires. Elle m'appelle toujours sa flamme. Et chaque fois qu'elle le fait, j'ai l'impression de pouvoir tout accomplir. À 28 ans, j'étais pompier depuis près de 8 ans. 8 ans à affronter la fumée, les flammes et les cris désespérés. 8 ans à apprendre à rester calme quand le monde semblait s'effondrer autour de moi. Ce métier n'est pas seulement une profession. C'est une partie de moi, comme ma respiration, comme les battements de mon cœur. Mais aucune journée n'aurait pu me préparer à ce qui s'est passé cet après-midi-là. Un jour fatidique où le feu n'a pas seulement mis mon corps à l'épreuve, mais a consumé tout ce que je croyais sur moi-même et ma famille. Cet après-midi a commencé comme n'importe quel autre. J'étais à la caserne, en train d'essuyer le camion de pompiers avec quelques collègues. L'odeur d'huile de moteur se mêlait à l'arôme de café qui flottait depuis la petite cuisine de la caserne. Nous rions, nous nous taquinions pour savoir qui gagnerait le match de basket du week-end. L'ambiance était légère, mais je portais toujours une légère tension, comme une corde de guitare tendue attendant d'être pincée. C'est ça, être pompier. On ne sait jamais quand l'alarme va retentir. Et puis elle a retenti, stridente et perçante, coupant court à nos rires. Incendie majeur, lycée Lincoln. La voix du répartiteur a rugi à la radio. Mon cœur battait la chamade. Le lycée Lincoln, une vieille école au cœur de la ville où des centaines d'élèves suivaient des cours à cette heure-là. J'ai attrapé ma veste, enfilé mon casque et sauté sur le camion de pompiers en moins de 10 secondes. Mon équipe, moi, Jake, Sarah et la nouvelle recrue Tommy, avons quitté la caserne en trombe, sirène hurlante, gyrophare rouge tournoyant sous le soleil de l'après-midi. En chemin, le répartiteur nous a informés par radio. Le feu a démarré dans le laboratoire de chimie, probablement à cause d'un défaut électrique, les flammes se propagent rapidement, une épaisse fumée au 2e étage, des élèves et des professeurs piégés. Sa voix tremblait, une rareté pour quelqu'un de son métier. J'ai jeté un coup d'œil à Jake, qui agrippait le volant, le visage tendu. « Caleb, tu prends la tête. »« D'accord, » demanda-t-il, sa voix basse mais confiante. J'ai hoché la tête, bien qu'une montée d'adrénaline mêlée de peur me parcourait. Diriger un incendie de cette ampleur n'était pas une mince affaire, mais j'étais entraîné pour des moments comme celui-ci. Quand nous sommes arrivés, la scène était un cauchemar. Des flammes jaillissaient du 2e étage du bâtiment principal. Une fumée noire s'échappait des fenêtres brisées. Les cris des élèves et des professeurs résonnaient de l'intérieur,
se mêlant au sifflement menaçant du feu. Une foule de parents et d'habitants se tenaient derrière les barricades, leurs visages marqués par la panique, certains sanglotant de manière incontrôlable. La police avait bouclé la zone, mais les cris ne cessaient pas. J'ai pris une grande inspiration, forçant mon esprit à rester clair. Équipe 1, vérifiez l'entrée principale. Équipe 2, préparez les lances. Caleb, trouve un moyen d'accéder au deuxième étage, a aboyé le chef à la radio. J'ai attaché mon masque à oxygène, vérifié ma bouteille et me suis précipité dans le bâtiment avec Sarah et Tommy. La fumée était si épaisse que je pouvais à peine voir à quelques pas devant moi. La chaleur était intense, la sueur coulait sous mon équipement. Le feu rugissait comme une bête, et quelque part, j'entendais de faibles appels à l'aide. « Reste calme, Caleb », me suis-je dit. La voix de mamie m'est résonnant dans mon esprit. « Ta flamme éclairera le chemin, nous nous sommes séparés pour fouiller les salles de classe. » La plupart des élèves avaient été évacués, mais certains étaient encore piégés au deuxième étage où le feu se propageait le plus rapidement. J'ai trouvé 2 professeurs et 3 élèves dans une salle de classe, toussant violemment à cause de la fumée. Je les ai conduits à l'escalier de secours et les ai confiés à Sarah pour les faire sortir. Mais alors que je me retournais, Tommy a crié à la radio, « Caleb, la bibliothèque. Quelqu'un est piégé dans la bibliothèque. » La bibliothèque était au bout du couloir où la fumée était la plus épaisse et où les flammes léchaient le plafond. J'ai couru vers elle, mon cœur battant si fort qu'il semblait sur le point d'exploser. La porte de la bibliothèque était fermée à clé, mais à travers la fente, j'entendais une toux faible et des appels étouffés. J'ai défoncé la porte et la vue à l'intérieur m'a glacé le sang. Une jeune fille d'environ 16 ans était recroquevillée sur le sol près d'une étagère, le visage pâle, les yeux fermés. La fumée remplissait la pièce et de petites flammes commençaient à embraser les livres à proximité. « Gamine, gamine, réveille-toi. » Je me suis agenouillé, lui secouant les épaules. Elle gémit doucement, ses yeux s'ouvrirent en papillotant, mais elle succombait clairement à la fumée. J'ai arraché ma veste, l'enveloppant pour la protéger de la chaleur, et je l'ai soulevée dans mes bras. Elle était légère, mais chaque pas semblait peser 1000 livres. La fumée me piquait les yeux, même à travers le masque. Je savais que je devais agir vite, mais le couloir était devenu un brasier. Soudain, un craquement sonore retentit. J'ai levé les yeux juste à temps pour voir une lourde étagère en feu basculer vers nous. J'ai poussé la fille hors du chemin, mais je n'ai pas pu l'esquiver moi-même. L'étagère s'est écrasée sur mon épaule et ma tête, une douleur fulgurante me transperçant comme un couteau. Je me suis effondré, ma vision tournant comme si j'étais pris dans une vague d'ivresse. « N'abandonne pas, Caleb », ai-je marmonné. La voix de mamie m'est résonnant à nouveau. Serrant les dents, je me suis relevé en rampant, traînant la fille à travers le couloir. Une poutre en bois enflammée s'est écrasée derrière nous, nous bloquant le chemin du retour. Chaque respiration était une agonie. Mes bras et mon dos brûlaient, mais je n'ai pas arrêté. J'ai trouvé une fenêtre au bout du couloir et je l'ai brisée avec ma hache d'incendie. De l'air frais s'est engouffré et j'ai crié dans la radio. Fenêtre est, 2e étage. Quelqu'un est piégé. J'ai soigneusement passé la fille par la fenêtre dans les bras de Jake, qui avait grimpé sur l'échelle de sauvetage. « Ça va, Caleb » a-t-il crié. Je n'ai pas répondu, la tête me tournait, mon corps prêt à s'effondrer. Je suis sorti en rampant par la fenêtre et puis l'obscurité m'a englouti. Quand je me suis réveillé, j'étais sur une civière, un masque à oxygène lourd sur mon visage. Le hurlement de la sirène d'une ambulance et le murmure des voix bourdonnaient à mes oreilles. Ma tête me lançait comme si on la martelait, mes bras et mon dos me piquaient. « Tu es réveillé. » Sarah était assise à côté de moi, son visage un mélange d'inquiétude et de soulagement. « Tu nous as fait une de ces peurs. »« La fille ? » ?»« Comment va la fille ?» ai-je croassé. « Elle va bien, grâce à toi. »« Tu lui as sauvé la vie, Caleb » dit Sarah en me serrant la main. « Mais tu es gravement blessé. Brûlure au 2e degré, léger traumatisme crânien. Tu as besoin de repos. » J'ai fermé les yeux, essayant de reconstituer ce qui s'était passé. L'image de la fille inconsciente, les flammes et le craquement de l'étagère qui tombe se rejouaient dans mon esprit comme un film au ralenti. Je ne savais pas qui elle était, mais je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Mamie May serait fière, pensais-je, et un faible sourire se dessina sur mes lèvres. J'ai été transporté à l'hôpital Saint-Patrick. C'était un monde différent là-bas. L'odeur d'antiseptique, les lumières blanches et froides,
et le bip incessant des machines. J'étais allongé là, les bras et le dos bandés, la tête endolorie. Les médecins ont dit que j'avais de la chance. Si l'étagère avait été plus lourde, ou si j'avais été quelques secondes plus lent, je n'aurais peut-être pas survécu. Mais je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais vide, comme si le feu avait brûlé une partie de ce que j'étais. Les premiers jours à l'hôpital passèrent dans un brouillard d'analgésiques et de sommeil agité. Chaque fois que je me réveillais, je regardais par la fenêtre où la lumière du soleil de Northwood State filtrait à travers les stores, illuminant de minuscules fissures dans le mur. Je pensais au feu, à la fille, Leia, au moment où j'ai cru que je n'allais pas m'en sortir. Mais par-dessus tout, je pensais à ma famille, à mes parents, dont j'espérais bêtement qu'ils viendraient me tenir la main et me dire qu'ils étaient fiers. Je savais que c'était une chimère, mais mon cœur refusait de lâcher prise. Les brûlures sur mes bras et mon dos me piquaient à chaque tentative de mouvement. Les médecins ont dit qu'il s'agissait de brûlures au 2e degré, pas assez graves pour nécessiter des greffes de peau, mais suffisantes pour me garder à l'hôpital pendant quelques semaines. Le léger traumatisme crânien laissait ma tête bourdonner comme si un essaim d'abeilles avait élu domicile dans mon crâne. Je n'étais pas autorisé à sortir du lit, sauf lorsque les infirmières venaient changer mes bandages ou m'emmener en kinésithérapie. Pendant ces heures, j'étais allongé là, à fixer le plafond, essayant de ne pas trop penser. Sarah et Jake, mes collègues de la caserne, me rendaient souvent visite. Sarah a apporté une boîte de biscuits faits maison. Pas aussi bons que ceux de ta grand-mère, mais ça fera l'affaire, dit-elle avec un clin d'œil. Jake racontait des histoires sur la caserne, sur la façon dont Tommy, la recrue, tremblait encore en parlant de l'incendie du lycée Lincoln. Tu es un héros, Caleb, dis Jake en me tapotant doucement l'épaule pour éviter mes blessures. J'esquissai un faible sourire, ne sachant pas comment répondre. Un héros? J'ai juste fait ce que n'importe quel pompier ferait. Mamie May est venue, bien sûr. Elle est arrivée le 3e jour, juste au moment où je me réveillais d'un long sommeil induit par les sédatifs. Elle est entrée dans la chambre, son pull vert familier moulant sa petite silhouette, ses yeux flamboyants. Ma flamme, dit-elle en me prenant la main, sa voix tremblante mais remplie de fierté. Tu m'as rendu si fier, Caleb. Je lui serrai la main, retenant mes larmes. Elle me parla des nouvelles et des journaux, de la façon dont toute la ville parlait de moi. Il t'appelle un héros, dit-elle en souriant. Mais je sais que tu n'as pas besoin de titre. Tu l'as fait à cause de ton cœur. Elle est restée tout l'après-midi, racontant des histoires de sa jeunesse, de la façon dont elle avait surmonté les épreuves. J'étais allongé là, à l'écouter, me sentant comme si j'étais de retour sur ces trajets de 7 miles en vélo jusqu'à sa maison, cherchant du réconfort au milieu de la tempête de mon enfance. Avant de partir, elle posa un biscuit au gingembre sur la table à côté de mon lit. Mange-le. Tu as besoin de force, dit-elle en m'ébouriffant les cheveux comme quand j'étais petit. Je la regardais partir, sa petite mais puissante silhouette disparaissant par la porte. Et je me suis dit que tant que je l'aurais, je pourrais tout surmonter. Mais ma famille, mes parents et ma sonne, c'était une autre histoire. J'ai appelé ma mère le 2e jour à l'hôpital, juste après que les médecins m'aient autorisé à utiliser le téléphone. J'étais allongé là, la perfusion goutte à goutte dans mon bras, ma voix faible alors que je racontais l'incendie, ce qui s'était passé. Maman, je suis blessé, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je suis à l'hôpital Saint-Patrick. Peux-tu venir? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil, suivi d'un soupir. Puis elle parla, sa voix glaciale. Pourquoi as-tu risqué ta vie pour des étrangers, Caleb? Si imprudent. Nous sommes occupés à gérer Mason. Il s'est battu dans un bar. Il s'est fait salement amocher. Prends soin de toi là-bas. J'ai entendu mon père marmonner quelque chose en arrière-plan. Puis elle a raccroché. J'étais allongé là, le téléphone glissant de ma main sur le lit. La douleur m'a frappé. Pas celle des brûlures, pas celle du bourdonnement dans ma tête, mais celle de mon cœur serré. J'avais su que cela arriverait, je m'étais habitué à leur indifférence. Mais cette fois, ça faisait encore mal, comme une coupure fraîche sur une vieille cicatrice. J'ai appelé Mason après, pensant qu'il s'en soucierait peut-être. Mais il a juste marmonné, sa voix pâteuse comme si je le dérangeais. Ça va, frangin? Bien. Bien. Maman est furieuse à cause de mes histoires. Alors, tu sais, on est un peu occupé. J'ai raccroché sans un mot de plus.
J'ai regardé par la fenêtre, la lumière du soleil s'estompant, et je me suis senti à nouveau comme ce gamin perdu, regardant Mason sur son vélo neuf et brillant tandis que je poussais le mien, tout déglingué. Les jours suivants à l'hôpital furent un flou de douleurs physiques et émotionnelles. Les infirmières changeaient mes bandages, chaque retrait des anciens pansements me faisant serrer les dents pour ne pas crier. Les brûlures sur mon dos et mes bras étaient rouges et boursouflées. Et bien que les médecins aient dit qu'elles guériraient, je ne pouvais m'empêcher de penser aux cicatrices qui resteraient à jamais. Le traumatisme crânien rendait la concentration difficile, et parfois les souvenirs de l'incendie revenaient si vifs que je pouvais sentir la fumée m'étouffer les poumons. Mais ce qui faisait plus mal que tout, c'était le silence de ma famille. J'ai attendu jour après jour, espérant un appel, un texto, ou le moindre signe qu'ils s'en souciaient. Rien. Je me demandais s'ils avaient lu les journaux, entendu les nouvelles à mon sujet. Toute la ville parlait de l'incendie, du pompier héros. Pourtant, mes parents, ceux qui auraient dû être les plus proches, ont choisi de me tourner le dos. Un après-midi, alors que je luttais en kinésithérapie, essayant de soulever un petit poids qui me semblait peser le monde entier, l'infirmière m'a tendu un téléphone. « Quelqu'un t'appelle, Caleb, dit-elle doucement. » Mon cœur s'emballa, l'étincelle d'espoir s'enflammant. Était-ce papa? Maman? Mason? J'ai pris le téléphone, la voix tremblante. Allô? Caleb. C'est moi. La voix chaude de Mamie May est arrivée comme le crépitement de sa cheminée. J'ai souri, mais je n'ai pas pu cacher ma déception. Elle m'a dit que la ville organisait une collecte de fonds pour le lycée Lincoln et voulait que je prenne la parole une fois que je serais rétabli. Tu es la fierté de Pine Ridge, dit-elle. Je l'ai remerciée, mais quand j'ai raccroché, le vide est revenu. Elle était ma lumière, mais je ne pouvais pas m'empêcher de désirer une lueur de chaleur de la part de mes parents. Un jour, vers la 2e semaine à l'hôpital, une infirmière a frappé à ma porte. « Caleb, tu as de la visite, dit-elle, sa voix hésitante comme si elle retenait un secret. Je me suis redressé, lissant mes cheveux en désordre, mon cœur battant avec l'espoir insensé que c'étaient mes parents. Mais quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas eux. Un grand homme en costume noir élégant est entré, accompagné d'une femme élégante dans une robe bleu pâle. Derrière eux se tenait une jeune fille. Je l'ai reconnue instantanément, la fille que j'avais sauvée de l'incendie. Ses yeux bleus saisissants et ses cheveux blonds attachés aux étaient incomparables, bien qu'elle ait l'air beaucoup plus en forme maintenant que la silhouette fragile dans la bibliothèque enfumée. « Bonjour, monsieur Turner, » dit l'homme, sa voix chaude mais autoritaire. « Je suis Stephen Dalton. Voici ma femme, Julia, et notre fille, Leia. » Il a tendu la main, et je l'ai serrée, encore un peu abasourdi. Harrington. Le nom me semblait familier, mais ma tête embrouillée ne pouvait pas le situer. Leia s'avança, tenant une petite boîte cadeau emballée dans du papier bleu avec un ruban doré. « Merci, Caleb, dit-elle, la voix tremblante. Si ce n'était pas pour vous, je ne sais pas si je serais là. » Elle baissa la tête, les joues rougissant, et me tendit la boîte. « Ce n'est pas grand-chose, mais j'espère que vous aimerez. » J'ai ouvert la boîte pour trouver un simple bracelet en cuir gravé du mot « Courage ». J'ai souri, le glissant à mon poignet, ressentant une étrange connexion avec cette fille. « Merci, Leia, dis-je, ma voix rauque. Je ne faisais que mon travail. Je suis content que vous alliez bien. » Monsieur Dalton me regarda, les yeux remplis d'admiration. « Non, monsieur Turner, vous n'avez pas seulement fait votre travail, dit-il. Vous avez mis votre vie en jeu pour sauver ma fille. Nous avons envers vous une dette que nous ne pourrons jamais rembourser. » Julia hocha la tête, les yeux brillants. « Leia est tout pour nous, dit-elle. Merci du fond du cœur. » Je me suis agité, mal à l'aise, peu habitué à une telle gratitude. « Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, dis-je en me grattant la tête. Je voulais juste la sortir en toute sécurité. » Monsieur Dalton sourit, mais ses yeux étaient sérieux. « Vous êtes un homme remarquable, Caleb. Quand vous serez complètement rétabli, passez à mon bureau. D'accord? J'aimerais qu'on discute davantage. » Il me tendit une carte de visite et je la pris, toujours incertain de la signification de cette visite. Ils sont partis peu de temps après, me laissant avec le bracelet, la carte et un mélange de gêne et de curiosité. Un soir, alors que je luttais pour dormir, l'infirmière frappa de nouveau. « Caleb, un autre visiteur, dit-elle. » Mon cœur bondit.
Je me redressai, lissant mes cheveux, m'accrochant au faible espoir que c'étaient mes parents. Mais quand la porte s'ouvrit, ce n'était pas eux. C'était un journaliste d'un journal local qui voulait une interview. J'ai décliné, disant que j'étais fatigué, et la déception s'est accrochée à moi comme une ombre qui ne partait jamais. J'espérais que mes parents viendraient me rendre visite, pour n'être confrontés qu'à la frustration et à la tristesse quand ils ne sont jamais venus. Pas même un appel manqué ou un seul mot d'inquiétude. Dans mes derniers jours à l'hôpital, j'ai commencé à me rétablir. Les brûlures ont commencé à guérir, bien qu'elles aient laissé des cicatrices rouges et vives. J'avais moins de maux de tête, et je pouvais marcher sans aide. Mais la blessure dans mon cœur, l'indifférence de ma famille, couvait toujours comme un feu qui ne s'éteignait jamais complètement. Mamie May est venue me rendre visite le jour de ma sortie. Elle a apporté un bouquet de fleurs sauvages de son jardin, leur parfum me rappelant les après-midi paisibles avec elle. « Tu as fait quelque chose de grand, Caleb, dit-elle en me tenant la main. Mais souviens-toi, tu l'as fait pour toi-même, pour ton cœur, pas pour quelqu'un d'autre. » J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, je sentais toujours un vide. Je savais qu'elle avait raison, mais je savais aussi que mon voyage n'était pas terminé. La carte de visite de Monsieur Dalton était dans le tiroir à côté de mon lit, à côté du bracelet de Leia. Je ne savais pas où cette réunion me mènerait, mais je sentais un changement arriver, comme un nouveau vent soufflant sur les champs de l'État de Northwood. Le jour de ma sortie de l'hôpital, le ciel de l'État de Northwood était limpide, avec une lumière dorée du soleil filtrant à travers les pins qui bordaient la route du retour. Il est temps de rentrer à la maison, ma flamme, dit Mamie May en me tenant la main alors que je sortais de l'hôpital, mes jambes encore tremblantes après des jours d'immobilité. Je l'ai serrée dans mes bras, sentant la chaleur de la petite femme qui avait toujours été mon guide. Dans ma poche, je portais la carte de visite de Monsieur Dalton et le bracelet gravé du mot « Courage » que Leia m'avait donné. C'étaient des rappels que même si ma propre famille m'avait tourné le dos, il y avait encore des gens qui m'appréciaient. Je suis retourné à mon modeste appartement à Pine Ridge. Un endroit simple avec des meubles usés et une photo encadrée de moi et de ma grand-mère sur la table. Les cicatrices de brûlure sur mes bras et mon dos me piquaient encore. Mais le médecin a dit que je pourrais retourner au travail après quelques mois de repos et de convalescence. Je n'étais pas pressé. Être pompier faisait partie de moi, mais l'incendie du lycée Lincoln avait laissé une marque plus profonde que n'importe quelle flamme que j'avais jamais affrontée. J'avais besoin de temps pour le comprendre, pour me comprendre. Dans les jours qui ont suivi, j'ai passé la plupart de mon temps chez Mamie May. Nous nous sommes assis sur son porche, sirotant du café et regardant les chevaux sauvages galoper dans les champs lointains. Elle m'a parlé des voisins, de la façon dont la ville bruissait encore de l'incendie, des lettres de remerciement des parents du lycée Lincoln envoyées à la caserne. « Tu as fait quelque chose de grand, Caleb, dit-elle, les yeux pétillants. Mais je sais que tu ne l'as pas fait pour la gloire. Tu l'as fait à cause de ton cœur. » J'ai souri, mais mon cœur était lourd. Je pensais à mes parents, à Mason, aux paroles froides de ma mère au téléphone. Je n'avais pas rappelé et ils n'avaient pas non plus cherché à me joindre. Une partie de moi voulait les oublier, couper le fil invisible qui me liait à de vieilles blessures. Mais une autre partie, la partie la plus faible, le garçon de 15 ans qui faisait 7 miles à vélo jusqu'à la maison de Mamie May, aspirait encore à une miette de leur amour. Environ un mois après avoir quitté l'hôpital, j'ai décidé de me rendre au bureau de Stephen Dalton. Sa carte de visite était restée sur ma table à manger à côté d'une tasse de café froid. C'était une carte simple portant seulement son nom, son numéro de téléphone et une adresse dans le centre-ville de Pine Ridge. Pas de titre, pas de logo d'entreprise, mais le papier épais et l'encre nette lui donnaient un air d'un monde que je n'avais jamais touché. J'ai appelé à l'avance, la voix hésitante. « Bonjour, Monsieur Dalton. C'est Caleb Turner. Vous aviez dit que je devais passer quand je serais rétabli. » Caleb ? Sa voix tonna au téléphone, chaude mais autoritaire. Vous vous sentez mieux ? Super. Pouvez-vous passer à mon bureau cet après-midi à 15 heures ? Nous avons beaucoup de choses à discuter. J'ai accepté, bien que la curiosité et la nervosité s'agitaient en moi. Que voulait Monsieur Dalton ? Un autre merci ou quelque chose que je ne pouvais pas encore imaginer ? J'ai enfilé ma seule chemise bleue intacte, tiré une casquette de baseball sur mes cheveux encore en désordre de l'hôpital, et j'ai conduit ma vieille camionnette jusqu'à l'adresse sur la carte. Le bureau de Monsieur Dalton se trouvait dans un élégant bâtiment de verre moderne au centre-ville de Pine Ridge, un contraste frappant avec les rues poussiéreuses et les maisons en bois que je connaissais.
La jeune réceptionniste a souri et m'a conduit le long d'un couloir au sol de marbre jusqu'à un bureau spacieux. Monsieur Dalton s'est levé de derrière un grand bureau en bois, me serrant la main avec un sourire sincère. « Caleb, merci d'être venu, dit-il en désignant un fauteuil en cuir en face de lui. « Asseyez-vous. »« Café ? De l'eau ? » ?»« Café, merci, » répondis-je, essayant de garder ma voix stable. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi, remarquant les peintures abstraites sur les murs et une grande fenêtre donnant sur les montagnes lointaines. Tout ici respirait la richesse, mais pas de manière ostentatoire, une sophistication tranquille que je n'avais jamais vue chez personne en ville. Monsieur Dalton s'assit, me regardant avec un mélange d'évaluation et de convivialité. « Êtes-vous complètement rétabli ?» demanda-t-il, son ton sincèrement préoccupé. « Je sais que vous avez été gravement blessé en sauvant ma fille. »« Encore endolori, mais ça va ?» dis-je en touchant le bracelet que Leia m'avait donné. « Merci de demander. » Il hocha la tête, puis garda le silence un moment, comme s'il pesait ses mots. « Caleb, » commença-t-il, sa voix baissant. « Je veux que vous sachiez que ma famille vous doit une immense dette. Leia, elle est tout pour nous. Si ce n'était pas pour vous, je ne sais pas comment nous continuerions. » J'ai secoué la tête, me sentant mal à l'aise. Je ne faisais que mon travail, monsieur. N'importe quel pompier aurait fait la même chose. Non, pas tout le monde ne l'aurait fait, dit-il fermement. Vous avez couru dans ce feu malgré le danger. Ce n'est pas seulement un travail. C'est du courage. C'est du cœur. Il fit une pause, me fixant dans les yeux. J'ai fait des recherches sur vous. Un jeune homme qui a grandi dans la difficulté, travaillant dès son plus jeune âge pour subvenir aux besoins de sa famille. Vous n'aviez pas grand-chose, mais vous avez tout donné pour sauver les autres. C'est rare, Caleb. J'ai baissé les yeux, ne sachant pas comment répondre. Ces paroles me rappelaient Mamie May, ce qu'elle m'avait appris sur la gentillesse, mais je ne comprenais toujours pas ce qu'il voulait. Merci, dis-je, la voix rauque. Mais je ne l'ai pas fait en attendant quelque chose en retour. Je sais, dit monsieur Dalton en souriant. Et c'est pourquoi je veux faire ça. Il fit glisser une épaisse enveloppe sur le bureau, la plaçant devant moi. C'est un cadeau de notre famille, non pas pour vous rembourser. Aucun cadeau ne pourrait le faire, mais pour vous aider à prendre un nouveau départ, à avoir une vie meilleure. Je fixai l'enveloppe, le cœur battant la chamade. Je l'ai ouverte, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un chèque de 5 millions de dollars. Je suis resté assis là, abasourdi, comme si le monde s'était arrêté. 5 millions de dollars, une somme plus grande que tous les rêves que j'avais jamais eus. J'ai levé les yeux vers monsieur Dalton, cherchant mes mots. Monsieur, je ne peux pas accepter ça, balbutiai-je. C'est trop. Je ne l'ai pas fait pour l'argent. Il leva une main, me faisant signe d'arrêter. Caleb, je sais que vous ne l'avez pas fait pour l'argent, mais voyez les choses de cette façon. Vous avez donné à Leia une chance de vivre, et nous voulons vous donner une chance de vivre la vie que vous méritez. Vous pouvez faire tellement de choses avec ça, pour vous, pour ceux que vous aimez, pour la communauté. C'est votre choix. Je tenais le chèque, les mains tremblant encore. Je pensais à Mamie May, à sa petite maison au toit rapiécé. Au jour où je travaillais jusqu'à l'épuisement pour quelques dollars. Je pensais à mes parents, à ma sonne, aux cicatrices sur mon corps et dans mon cœur. Cet argent pouvait tout changer, mais il me faisait aussi peur. Je craignais qu'il ne me change, qu'il me fasse oublier ce que Mamie May m'avait appris. Merci, réussis-je enfin à dire, la voix étranglée. Ce cadeau, c'est bouleversant. Monsieur Dalton hocha la tête, ses yeux compréhensifs. Prenez votre temps, Caleb. Je sais que vous êtes un homme bon et fort. Je crois que vous ferez des choses significatives avec, tout comme vous avez sauvé ma fille. Il se leva, me serrant à nouveau la main. Et Caleb, si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-moi. Notre porte vous est toujours ouverte. En quittant le bureau, mon esprit était en pleine tempête. J'ai conduit jusqu'à la maison, le chèque lourd dans ma poche comme un secret. Je n'en ai pas parlé tout de suite à Mamie May, non pas que je ne lui faisais pas confiance, mais parce que j'avais besoin de temps pour digérer mes sentiments. Je me suis garé près d'un champ, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là, à regarder le coucher de soleil derrière les montagnes. Les mots de Mamie May résonnaient. Tu n'as pas besoin d'être riche, mais tu dois être riche en bonté.
Ce chèque pourrait m'aider à faire tant de choses, mais me rendrait-il plus heureux? La nouvelle de l'incendie et de mes actions a continué à se propager. Les journaux m'appelaient le héros de Pine Ridge, et j'ai commencé à recevoir des lettres d'inconnus, de parents, d'élèves, même de pompiers d'autres États. Ils me remerciaient, m'appelaient une source d'inspiration. Mais je ne me sentais pas comme un héros. J'étais juste Caleb, un pompier essayant de trouver un sens à ce que j'avais fait. J'ai beaucoup pensé à mes parents ces jours-là. Une partie de moi voulait les appeler, leur parler du chèque, voir leur réaction. Mais j'avais peur. Peur qu'ils ne s'intéressent qu'à l'argent, pas à moi. Je me souvenais de la voix froide de ma mère me traitant d'imprudent pour avoir risqué ma vie, de l'indifférence de mon père, de l'apathie de ma sonne, et j'ai décidé de ne pas appeler. Pas encore. Quelques jours plus tard, j'ai rendu visite à Mamie May. Je lui ai parlé de la réunion avec Monsieur Dalton, du chèque de 5 millions de dollars. Elle a écouté, ses yeux brillants mais pas surpris. Caleb, dit-elle en posant une main sur mon épaule. Tu mérites ce cadeau, et je sais que tu l'utiliseras à bon escient. J'ai hoché la tête, sentant un poids se soulever en partageant cela avec elle. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, ai-je demandé. Elle a souri, m'ébouriffant les cheveux comme quand j'étais petit. Fais ce qui te fait te sentir vivant, Caleb. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à penser à l'avenir. Le chèque était dans un petit coffre à la maison, mais il me hantait. J'ai pensé à acheter une nouvelle maison à Mamie May, à créer un fonds pour aider les travailleurs en difficulté, comme elle me l'avait appris. J'ai pensé à Leia, au Dalton, et à la façon dont ils avaient changé ma vision du monde. Et j'ai pensé à ma famille, des gens que j'aimais toujours, même s'ils ne m'avaient jamais aimé comme j'en avais besoin. Après une semaine de réflexion, j'ai décidé qu'il était temps d'agir. Je ne pouvais pas laisser le chèque dans le coffre pour toujours. Un rappel constant de ce que je n'avais pas osé affronter. Je l'ai sorti, l'ai soigneusement plié, l'ai glissé dans la poche de ma veste et j'ai conduit jusqu'à la plus grande banque de Pine Ridge, la First Interstate Bank, où j'avais ouvert un compte quand j'ai commencé comme pompier. C'était un mercredi, l'air était glacial, mon souffle se transformant en buée alors que je sortais de la camionnette. J'ai baissé ma casquette de baseball, ne voulant pas être reconnu, bien que la nouvelle de l'incendie traînait encore dans les journaux. À l'intérieur de la banque, l'air était chaud, mais portait l'odeur du papier et de l'encre. J'ai fait la queue, les mains dans les poches, sentant le chèque sous le tissu. Quand mon tour est venu, je me suis approché du comptoir où une jeune caissière aux cheveux attachés m'a souri. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» demanda-t-elle joyeusement. « J'aimerais déposer un chèque, dis-je, la voix hésitante, en faisant glisser le chèque sur le comptoir. Elle l'a pris, ses yeux parcourant le montant, puis s'écarquillant. Elle m'a regardé, puis a de nouveau regardé le chèque comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. « Vous êtes Caleb Turner, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Le pompier qui a sauvé cette fille dans l'incendie du lycée Lincoln ?» J'ai hoché la tête, un peu gêné. « Oui, c'est moi. » Son sourire s'est élargi, un mélange d'admiration et de curiosité. « Un instant, s'il vous plaît. Pour ce montant, je dois aller chercher le directeur. » Elle s'est dépêchée vers un bureau à l'arrière. Je suis resté là, sentant les yeux de quelques personnes dans la banque se tourner vers moi. Un homme plus âgé à proximité a chuchoté à son compagnon, et j'ai faiblement entendu le mot « héros ». Le directeur de la banque, un homme d'âge moyen en costume gris, est sorti avec la caissière. Il m'a serré la main, son ton formel mais chaleureux. « Monsieur Turner, c'est un honneur de vous rencontrer. Nous avons lu des articles sur vous dans les journaux. Je vais m'occuper de cette transaction personnellement. » Il m'a conduit dans une pièce privée où j'ai signé quelques papiers et écouté pendant qu'il expliquait les protocoles de sécurité pour une transaction aussi importante. 5 millions de dollars, dit-il en baissant la voix. Un cadeau de la famille Dalton, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, ne voulant pas entrer dans les détails. Oui, il voulait me remercier. Un cadeau bien mérité, dit-il en souriant. Mais je suppose que vous ne l'avez pas fait pour l'argent, n'est-ce pas? J'esquissai un faible sourire, sans répondre. Quand j'ai quitté la banque, mon compte contenait 5 millions de dollars supplémentaires, mais je ne me sentais pas différent. J'étais toujours Caleb, portant toujours ma vieille veste, conduisant toujours ma camionnette déglinguée, portant toujours la douleur d'un enfant abandonné par sa famille. La nouvelle du chèque s'est répandue plus vite que je ne l'avais prévu. Je ne sais pas comment la presse l'a découvert. Peut-être la caissière,
Peut-être quelqu'un du bureau de Monsieur Dalton. Quelques jours plus tard, un journal local a publié un article intitulé « Le héros de Missoula reçoit 5 millions de dollars d'une famille de magnats ». L'article racontait l'incendie, mes actions et le cadeau des Dalton, bien qu'il ne révélait pas l'identité de Leia. Les Dalton, comme je l'ai appris, étaient une famille riche mais privée, possédant de nombreuses entreprises immobilières et agricoles dans tout l'État de Northwood. Ils apparaissaient rarement dans les médias, mais leur geste envers moi était devenu le sujet de conversation de la ville. Pine Ridge bourdonnait de la nouvelle. J'ai reçu des appels de collègues, de voisins, même d'inconnus. Ils me félicitaient, me demandaient ce que je ferais avec l'argent, et certains plaisantaient en disant que je devrais remplacer ma vieille camionnette. Je riais, mais à l'intérieur, je sentais une pression. L'argent n'était pas seulement une opportunité, c'était un fardeau. Je craignais de ne pas l'utiliser correctement, de décevoir Mamie May. Puis, comme je le redoutais, ma famille a refait surface. 2 jours après l'article, mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai fixé l'écran, le cœur battant la chamade, mais pas de joie. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. « Allô, maman. » Caleb, sa voix était anormalement douce. « Tu vas bien ? J'ai entendu dire que tu as reçu un gros cadeau de cette famille riche. 5 millions de dollars, c'est ça ? » J'ai serré le téléphone, un poids m'oppressant la poitrine. « Ouais, dis-je froidement. »« Comment tu sais ? » ?»« Oh, toute la ville parle de toi, » rit-elle, mais j'entendais la fausseté dans sa voix. « Ton père et moi sommes si fiers. Tu as fait quelque chose de grand, Caleb. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? » Je me suis mordu la lèvre, retenant les mots que je voulais déchaîner. Fier. Il ne m'avait pas rendu visite à l'hôpital. Ne m'avait pas appelé quand j'ai failli mourir. Mais maintenant, avec l'argent en jeu, ils étaient soudainement fiers. J'ai été occupé, dis-je sèchement. De quoi s'agit-il ? Eh bien, je pensais juste, tu sais, notre famille n'est pas exactement aisée. Mason est dans une mauvaise passe. Il a besoin d'argent pour rembourser ses dettes et recommencer à zéro. Je me suis dit que tu pourrais partager un peu. Aider ton frère. La famille d'abord, n'est-ce pas ? Je suis resté silencieux, mon cœur se contractant. La famille d'abord. Ces mots sonnaient étranges de la part de la femme qui m'avait traité d'imprudent alors que j'étais à l'hôpital. J'y réfléchirai, dis-je en raccrochant avant qu'elle ne puisse en dire plus. Ce soir-là, papa a appelé. Il était moins bavard que maman, mais sa voix était tout aussi artificielle. Caleb, ta mère m'a parlé de l'argent. Qu'est-ce que tu comptes en faire ? Ta mère pense qu'on devrait acheter une nouvelle maison pour toute la famille. Mason a aussi besoin d'un endroit stable. Fils, tu es le frère aîné. Tu dois veiller sur lui. J'ai serré le poing, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Papa, je n'ai encore rien décidé, dis-je en gardant ma voix calme. Mais si je fais quelque chose, ce sera pour les gens qui se soucient vraiment de moi. Il se tut, puis marmonna quelque chose sur mon ingratitude. J'ai raccroché, un mélange de colère et de douleur montant en moi. Il ne se souciait pas de moi. Ne l'avait jamais vraiment fait. Il voyait l'argent et j'étais une fois de plus un simple moyen pour arriver à leur fin. Mason fut le dernier à me contacter. Il a envoyé un bref texto. Frangin, j'ai entendu que tu as touché le gros lot. Félicitations. Tu peux me dépanner ? Je suis dans le pétrin. J'ai fixé le message, ressentant une pointe de pitié. Mason n'était pas méchant. Pas entièrement. Il avait été gâté par nos parents, entraîné dans les ennuis. Il ne savait pas comment s'en sortir. Je voulais l'aider, mais pas de la manière dont il le voulait. J'ai répondu, quand tu seras prêt à parler, sérieusement, appelle-moi. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'ai rendu visite à Mamie May ce week-end-là, apportant une miche de pain frais et un pot de café. Elle était assise sur son porche, me regardant avec des yeux qui semblaient lire chacune de mes pensées. « Tu as des problèmes avec ta famille, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sans avoir besoin que je parle en premier. J'ai hoché la tête, lui racontant les appels de maman, papa et Mason. Elle a écouté sans m'interrompre, hochant lentement la tête. Quand j'ai eu fini, elle a posé une main sur mon épaule. « Caleb, tu ne leur dois rien, dit-elle fermement. Tu leur as tout donné, ton amour, ton sacrifice. S'ils ne peuvent pas voir ta valeur, c'est de leur faute, pas de la tienne.
Je l'ai regardé, ressentant un peu de soulagement. Mais je veux toujours aider ma sonne, dis-je. C'est mon frère. Elle a souri. Alors aide-le à ta manière, pas à la leur. Tu as un grand cœur, Caleb. Ne les laisse pas en profiter. Dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à faire des plans. Je voulais utiliser l'argent de manière significative, comme Mamie me l'avait dit. J'en ai utilisé une partie pour acheter une maison confortable sur une petite colline à la périphérie de Pine Ridge, surplombant une vallée. C'était une maison en bois avec un toit de tuiles rouges, de grandes fenêtres et un jardin assez grand pour que Mamie me puisse y planter des fleurs sauvages. Je l'ai invitée à vivre avec moi, et elle a accepté instantanément, ses yeux pétillants à la vue du jardin. C'est l'endroit dont j'ai toujours rêvé, dit-elle en me tenant la main. Mais toi, Caleb, tu es ma vraie maison. Nous avons emménagé un jour de printemps, lorsque les fleurs sauvages ont commencé à éclore dans les champs. J'ai acheté quelques chevaux, adopté un chien de refuge que j'ai appelé Ambé, et nous avons commencé une nouvelle vie. Chaque matin, je me réveillais, préparais du café pour ma grand-mère, et nous nous asseyions sur le porche à regarder le lever du soleil. Ambé était couché à mes pieds, remuant doucement la queue, et je ressentais une joie simple que je n'avais jamais connue. Avec l'argent restant, j'ai fondé le fonds Turner, du nom de ma grand-mère, pour soutenir les travailleurs à faible revenu blessés au travail. Le fonds couvrait les frais médicaux, fournissait une aide financière et offrait une formation professionnelle à ceux qui ne pouvaient plus travailler. Pompiers, ouvriers du bâtiment, employés d'usine, agriculteurs. J'ai travaillé avec des avocats et des conseillers financiers recommandés par Monsieur Dalton, m'assurant que l'argent était utilisé à bon escient. Chaque lettre de remerciement d'une famille que nous avons aidée faisait brûler la flamme dans mon cœur plus vivement. Je suis resté en contact avec les Dalton. Léa venait me rendre visite de temps en temps, partageant des histoires sur l'école et son rêve de devenir journaliste. Elle m'appelait son grand frère et je ressentais un lien spécial avec elle. Monsieur Dalton est devenu un mentor, non seulement pour les finances mais aussi pour vivre avec un but. Tu fais ce qu'il faut, Caleb, a-t-il dit lors d'une réunion. Tu fais une différence non seulement pour toi-même mais aussi pour la communauté. Mason, après des mois de silence, a finalement appelé. Il s'est excusé, sa voix hésitante mais sincère. Caleb, j'ai tout fait de travers. Je veux changer, faire quelque chose de bien, comme toi. Je l'ai inscrit à un programme de formation professionnelle soutenu par mon fonds. Et pour la première fois, j'ai vu une étincelle d'espoir dans les yeux de mon frère. Je ne sais pas si Mason changera vraiment, mais j'espère qu'avec le temps, il trouvera sa propre voie, comme je l'ai fait. Ma nouvelle vie n'est pas parfaite, mais elle est complète. Chaque jour, je me réveille à côté de Mamie May, d'Ambé, dans les vastes champs de l'État de Northwood. Je me sens vivant. Vraiment vivant. Et c'est le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Je suis assis ici, sur le porche, à regarder le coucher de soleil peindre la vallée de l'État de Northwood en or. Ambé est couché à mes pieds. Mamie May arrose les fleurs dans le jardin et je pense au voyage qui m'a amené ici. Ma vie n'est pas un conte de fées, mais c'est une histoire de gentillesse, de résilience et de redécouverte de ma propre valeur. Si vous me demandiez un conseil, je vous dirais ceci. Vivez avec un cœur ouvert, mais ne laissez personne profiter de votre gentillesse. Fixez des limites avec ceux qui vous font du mal, même s'ils font partie de votre famille. Et trouvez la joie dans les choses simples. Un matin avec quelqu'un que vous aimez, un sourire de quelqu'un que vous avez aidé, ou un moment de calme dans la nature. La vie ne promet pas d'être facile, mais elle vaut toujours la peine de se battre. Je regarde Mamie May tenant une fleur sauvage, me souriant de l'autre côté du jardin. Ambé remue la queue, et mon cœur se réchauffe. J'ai traversé le feu, littéralement et métaphoriquement, et j'ai trouvé un foyer, non seulement dans la maison en bois sur la colline, mais dans mon propre cœur. J'espère que vous trouverez aussi votre foyer, peu importe la longueur ou la difficulté du chemin.